Bonjour à tous, merci beaucoup. Est-ce que vous l'entendez bien au fond ou je monte un petit peu le volume? Il vous t'entend pas. Ouais, je parle plus fort. Là, on m'entend mieux? On m'entend pas, oui. Tu vois quand tu veux. Mais après, c'est qu'une question de voix. Oui, bon, je vais essayer de parler suffisamment fort quand même. Merci à tous d'être là. Merci Thierry de m'avoir fait ce beau cadeau de pouvoir partager ce qui me passionne aujourd'hui, qui sont les régressions dans les vies antérieures. Attends, t'as pas terminé, attends d'avoir fini, tu me diras pas merci après. Bon, alors, je le redirai peut-être après alors. Bon, j'étais pas prédisposée à m'intéresser aux vies antérieures. Je suis psychanalyste, ma formation est très classique, je suis d'un milieu pas du tout prédisposée à ça, un milieu médical. J'ai donc fait des études et j'ai baigné dans le psychanalytique pendant 20 ans avant de m'intéresser aux régressions que je pratique aujourd'hui. Donc ça a commencé il y a quelques années quand j'ai commencé à comprendre qu'il y avait autre chose. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est que vous aussi vous avez compris. C'est qu'il y avait autre chose de l'autre côté et que la mort n'est qu'une étape parmi d'autres. Et quand j'ai compris ça, j'ai eu envie de comprendre ce qui se passait de l'autre côté parce que ça commençait à m'intriguer. Je me suis dit, apparemment il y en a qui arrivent à savoir ce qui se passe de l'autre côté, à avoir des informations. Et puis c'est ce qui est devenu pour moi vraiment un sujet de compréhension et d'intérêt. Et j'ai multiplié les occasions pour essayer de me documenter, de comprendre de quoi il s'agissait. Et puis un jour, à une conférence, je pense que vous la connaissez, Babette Renaudon avait fait une conférence à La Rochelle. Ouais. Et à la fin de sa conférence, elle avait dit qu'il y avait un livre de Michael Newton qui était intéressant et qui permettait de savoir ce qui se passait de l'autre côté. Donc ça tombait bien, c'est vraiment ce que je voulais savoir. Et donc en lisant ce livre, je me suis rendu compte à quel point il y avait dans cette méthode-là, de régression dans les vies antérieures, quelque chose d'unique. Parce qu'on peut connecter directement nous-mêmes, sans passer par l'intermédiaire de quelqu'un qui va nous expliquer ce qu'il reçoit comme information, et bien nous-mêmes, du dedans, ce qu'on a vécu, et également connecter avec l'entrevie. Donc ça, c'est ce que je vais vous détailler. Ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est que je vais vous expliquer comment est-ce que ça fonctionne, les régressions, et ce que c'est exactement. Puis après, ça m'intéresserait que vous posiez vos questions, parce que je pense que si vous êtes venus ici aussi, vous avez des questions. Et à l'époque, quand moi je me suis questionnée, j'avais vraiment envie de poser plein de questions, et j'ai trouvé personne qui pouvait répondre pendant les conférences auxquelles j'ai assisté. Donc j'aimerais bien vous offrir cette possibilité-là. Donc voilà, au fur et à mesure, s'il y a des questions qui viennent en vous, je vous laisserai un temps conséquent pour qu'on puisse échanger et répondre spécifiquement à vos interrogations. Donc j'en suis venue après avoir lu ce livre-là. Michael Newton, c'est un docteur en psychologie qui a fait énormément de régressions. Et en fait, spontanément, sans le vouloir, ses patients, quand ils posaient l'intention de connecter à la source de leurs symptômes, parfois revenaient simplement à l'enfance, mais d'autres fois venaient à autre chose qui ressemblait à une autre vie. Et au début, comme Brian Weiss, qui est très connu également, il le prenait comme un récit sans vraiment savoir ce que c'était. Et puis au fur et à mesure, il a compris que d'une part, on pouvait voyager dans ce qui était exprimé, mais qu'on pouvait même aller au dernier jour d'incarnation et qu'on pouvait connecter dans l'entrevie. Donc ça, pour moi, c'est le côté absolument magique de cette pratique. C'est-à-dire, on va de l'autre côté dans l'instant. On est avec eux immédiatement. Donc, en lisant ce livre-là, il y a beaucoup de choses qui cheminaient en moi avec une vraie envie d'explorer. Et en même temps, des choses comme connues, comme évidentes. On n'est pas de l'ordre de la croyance, on est dans l'ordre de la vérification intérieure. Chacun peut connecter avec les siens. Chacun peut connecter avec ses vies intérieures. Et l'impression de vérité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus puissant que juste l'exploration d'un imaginaire. Il y a vraiment une différence quand on va dans les régressions et quand on va dans nos rêveries. Ça n'a rien à voir. Bien que ce soit sur le même écran interne, ça n'a rien à voir. Donc, après avoir lu ce livre-là, je me suis documentée sur d'autres auteurs. Donc, Brian Weiss, qui est un psychiatre américain, qui lui aussi s'est retrouvé à faire des régressions avec des patients dont ce livre-là, si vous avez l'occasion de le lire, est vraiment très très intéressant. C'est De nombreuses vies, de nombreux maîtres, donc de Brian Weiss. L'autre dont j'ai parlé, c'est Souvenirs de l'au-delà de Michael Newton. Les deux sont vraiment très intéressants. Et Brian Weiss, donc il est psychiatre, enfin il était psychiatre, il avait des grosses responsabilités au sein de son équipe. Et puis il y a une de ses patients, une femme qui lui a été adressée,
qui travaillait dans l'établissement dans lequel il travaillait, et puis apparemment toutes les thérapies qu'ils avaient essayé pour elle ne fonctionnaient pas. Donc lui étant chef de service, il s'est dit bon, on va y arriver. Donc il l'a pris en thérapie psychanalytique très classique pendant 1 an, et puis au bout d'1 an, il n'y avait pas d'amélioration, toujours avec des angoisses extrêmement massives, avec vraiment des symptômes handicapants. Et puis il lui a proposé de l'hypnose. Bon, ça lui faisait peur, donc elle a refusé. 6 mois après, elle a accepté, ça faisait donc 1 an et demi qu'elle était en thérapie avec lui sans avancée probante. Et donc elle accepte, elle va la première fois dans son enfance, normalement. Et puis, il trouve quelques traumatismes, donc il se dit, bah voilà, avec ça va aller forcément mieux. Donc elle revient la fois d'après, et puis ça va vraiment pas bien, voire même presque pire. Du coup, il y retourne, il se dit, on a dû louper quelque chose. Et là, quand il y va, quand il retourne, il pose l'intention de connecter à la source de ses troubles, à la source de ses symptômes. C'est vraiment cette intention posée qui déclenche une ouverture possible dans certains cas. Et dans le cas de Catherine, cette patiente-là, elle a connecté avec une vie qui avait beaucoup d'influence sur sa vie actuelle. Alors au début, comme il n'était pas du tout enclin à avoir une haute compréhension que celle psychiatrique, il s'est dit, bah, elle n'est pas psychotique. Déjà, ça l'étonnait un peu ce qu'elle racontait. Il disait, bon, elle ne fait pas de délire normalement. Et puis, donc il a exploré ce qu'elle lui disait. Et puis la fois d'après, 1 semaine après, elle est revenue et elle allait mieux. Et là, il s'est dit, ah, je n'ai pas compris ce que c'était, mais en tout cas, je tiens quelque chose d'intéressant. Donc il y retournait. Puis au fur et à mesure, plus il y retournait, plus il s'est rendu compte qu'en fait, on pouvait d'une part explorer des moments à l'intérieur de vies différentes dans ce qu'elle exprimait, mais qu'en plus, ça libérait les symptômes dans sa vie actuelle. Et au fur et à mesure, plus le temps passait, plus elle régressait, moins elle avait de symptômes. Et au bout de 6 mois de régression, elle n'avait plus de symptômes du tout. Et elle était complètement libérée. Donc elle a évidemment arrêté de travailler avec lui. Bon, il était un peu déçu, puisqu'il aurait bien continué. Bon, il a continué avec d'autres, beaucoup d'autres d'ailleurs, donc il est très très connu aux États-Unis. Donc il y a plusieurs comme ça personnes très connues, comme aussi Dolores Cannon. Toutes ces personnes-là ont eu, à un moment donné, l'opportunité, et on a vu plein d'autres qui n'ont pas osé, de mettre au grand jour cette pratique-là. C'est-à-dire, quand on pratique l'hypnose, on connecte avec dans un endroit très particulier de nous. Et l'hypnose, pour beaucoup de gens, c'est assez obscur, ça fait un peu peur. Je ne connaissais pas, moi, avant. Ça m'intéressait dans l'absolu, puis à chaque fois que je regardais les formations, il n'y en avait aucune qui m'intéressait finalement. Donc je refermais, ou je disais, bah non, je vais rester avec ma technique classique. Et puis, quand j'ai vu du coup qu'on pouvait connecter avec autre chose, j'ai cherché les formations possibles en France, et puis j'ai trouvé celle de Jean-Charles Chabot, qui a fondé l'Institut international d'hypnose spirituelle, dont je fais partie. Et bon, au moment où j'ai regardé, et au moment où j'ai pris le téléphone pour prendre un rendez-vous, c'est bien écoulé 2 mois quand même. Et après, le temps de prendre le rendez-vous et de se voir, il a dû bien passer encore 1 mois. C'est une pratique qui demande du temps. Vraiment. C'est-à-dire que c'est pas, tiens, ça m'intéresse, j'y vais. C'est pas possible. Déjà, ça s'ouvre pas comme ça. C'est-à-dire il faut du temps pour que s'ouvre en nous la possibilité de cheminer vers ces endroits vraiment particuliers. C'est des endroits très profonds, très personnels, et qui s'ouvrent au fur et à mesure dans un ordre précis. Ce qui est bon pour nous va être accessible, ce qui n'est pas nécessaire est carrément évité. C'est-à-dire on ne le voit même pas, on ne le sait même pas. Donc là, j'ai beaucoup d'exemples à vous donner. Je vais essayer d'étayer mes propos par des exemples, parce que j'en ai beaucoup maintenant, parce que je le pratique avec mes patients, ceux qui acceptent, ceux qui sont intéressés, et ça fait quand même maintenant beaucoup de personnes. Voilà, dans cette pratique-là spécifique, on utilise l'hypnose. L'hypnose, c'est pas quelque chose où on perd le contrôle. Les gens pensent souvent ça, on perd le contrôle, on est à la merci de l'autre, c'est loin d'être ça. Notre pratique d'hypnose, en plus, c'est une pratique très particulière. On est dans un état de conscience modifié, mais totalement là, totalement conscient, on se souvient de tout, on enregistre tout. On peut dire, ou pas, ce qu'on voit, le mieux c'est de me le dire, sinon je peux moins aider si on ne dit pas tout, mais on peut ne pas tout dire, on peut garder des infos pour soi si on veut. C'est similaire à faire la planche dans un étang calme. Quand on fait la planche dans un étang calme, on est au calme, on fait volontairement la planche, c'est-à-dire on se détend. Et c'est tout. C'est-à-dire l'eau nous porte, mais si on a envie de nager, on nage. Psychiquement, c'est pareil. Quand on fait de l'hypnose, on se détend, on relâche, on ouvre, on regarde, et c'est tout. Si on a envie de se lever pour aller aux toilettes, on peut le dire, on peut s'arrêter, on est libre. On n'est pas enfermé dans un état qui nous empêcherait de faire quoi que ce soit. Ça, c'est déjà très important à comprendre.
En plus, quand on est prêt, c'est très facile d'accès. Il faut être prêt. Donc il faut un temps de maturation. Et une fois qu'on est prêt, c'est extrêmement facile d'accès. La première des fois où moi j'ai expérimenté ça, c'est toute seule. Quand j'ai lu, j'ai lu beaucoup pour avoir le plus d'informations possible avant d'y aller moi-même. Et je pense d'ailleurs que c'est très important de lire, de se documenter. Dans mon expérience maintenant, quand je vois les gens venir à moi qui se sont dit « je lis rien et j'essaye tout seul pour voir si c'est vrai », on peut être pratiquement sûr qu'ils ne sont pas prêts, du coup ils n'ouvrent pas. S'ils viennent après s'être bien préparés, bien lus, bien fait les MP3 de préparation que je donne pour bien être réceptif à l'hypnose, il n'y a pas de problème, c'est accessible. Mais c'est vraiment un chemin, c'est un cheminement personnel. C'est pas quelque chose qu'on doit faire pour l'expérience. On doit y aller dans le souhait de libérer quelque chose pour nous. Donc la première fois que j'ai essayé, c'était toute seule, en tapant sur YouTube régression vie antérieure. Voilà, j'avais fait genre une demi-heure de relaxation, j'ai fait ça, et en le faisant, j'ai eu accès à 2 images qui m'ont permis d'entrer à l'intérieur de ces images-là, et j'ai expérimenté un petit peu 2-3 moments de vie, tout en sachant pas si c'était du fantasme. Au début, je me dis, bon, ça se trouve, c'est moi qui imagine, je ne savais pas du tout ce que ça pouvait être. Et puis quand la personne qui a été formée par Jean-Charles m'a fait l'hypnose pour la première fois, j'ai eu les mêmes images devant moi. Du coup, je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est ça. Mais on ne sait pas, hein, quand on est dedans pour la première fois. La première régression, c'est vraiment une expérience pour apprendre à connecter. Et ça augmente énormément notre canal d'écoute médiumnique, mais parce que tout le monde l'est, bien sûr, on est tous connectés aux nôtres. Donc ça augmente énormément notre canal de réception d'informations, des nôtres, de guidances diverses, de nos guides et autres. Et on apprend à recevoir l'information, on apprend à faire confiance à ce qui vient, parce qu'on voit qu'en fait, il y a une chose qui nous vient, puis il n'y a rien d'autre. Avant, on se dit, est-ce que c'est moi qui invente ou pas? Mais en même temps, il n'y a rien d'autre. Donc, on est obligé un peu de le dire pour aller au fur et à mesure. Et puis, à force d'avancer et à force d'ouvrir, on se rend compte qu'on entre dans tout un monde, et surtout émotionnellement, parce que c'est là aussi où ça travaille beaucoup, c'est qu'on sent, on sait que c'est vrai. On sait que c'est nous. On est dans un autre corps, mais avec une autre psychologie. Ça aussi, c'est extrêmement amusant même à voir, parce que on se croit homme, femme, quand on croit qu'on n'est qu'un corps, quand on croit qu'on n'est qu'une personnalité. Ici, on est en France, la plupart des gens pensent qu'ils ont une vie, si possible, ça serait bien qu'il y ait un Dieu. Et puis voilà, c'est très loin d'être ça. C'est-à-dire, il s'agit de voir que plus on régresse, plus on a accès à ce qui se passe, plus on comprend qu'on est une intelligence d'amour donc c'est le monde de l'esprit qui produit des âmes, qui produit des rayons, qui choisissent de s'incarner dans des corps pour expérimenter spécifiquement un chemin de vie. Donc dans cette problématique-là, nous qui croyons qu'on a tout inventé et qu'on est en premier là, et que c'est nous le premier et qu'après on va vivre des choses, c'est tout l'inverse qui se passe. On n'est ni ce corps, ni cette personnalité. Quand on régresse, on arrive dans un corps et dans une personnalité. Donc on a été homme, on a été femme, on a tous tout été, on a tous tout fait d'ailleurs, et on découvre dans ces problématiques-là que chaque vie a une sorte de grand thème de défi. Un défi qu'on s'est choisi avant de s'incarner nous-mêmes en plus, même pas quelqu'un d'autre que nous. On crée un cheminement pour que notre âme ait accès à ce dont elle a besoin pour évoluer. Donc on va se choisir un corps, une personnalité, un lieu de vie, une famille, des parents, des frères et sœurs ou pas. Les grandes difficultés de notre vie vont être choisies. Ça s'appelle le plan d'incarnation, le plan de vie. En choisissant ça, on choisit de travailler des apprentissages spécifiques, que ce soit des qualités spécifiques, de courage, de patience, de générosité ou de capacité à vivre seul. En fait, à chaque fois, on se choisit quelque chose. Quand on régresse, les questions qu'on pose après avoir fait l'exploration de la vie antérieure, ce sont sur ces thèmes-là. Qu'est-ce que mon âme est venue expérimenter dans cette incarnation? Donc, quel était le défi de vie? Aussi, qu'est-ce qui fait qu'on a eu accès à cette vie plutôt qu'une autre? Parce que nos guides vont choisir au fur et à mesure ce qui est le plus approprié pour notre compréhension. Ils choisissent d'abord une vie, puis une autre, puis une autre. Il y a vraiment un ordre logique dans la manière dont ils vont dévoiler les vies antérieures qu'on a eues. Et donc, on pose, et ça c'est vraiment les points forts de la formation de Jean-Charles, c'est qu'il a beaucoup concentré son approche sur l'intégration de l'expérience de la régression. Parce que voyager dans les vies antérieures, c'est quand même assez accessible. Mais par contre, après, tout transmuter est nécessaire pour que ce soit vraiment bénéfique. Vraiment. C'est-à-dire que ça se place dans une compréhension plus élevée, plus haute de nos perceptions. Sans ces questions-là,
je trouve ça quand même un peu moins intéressant. Voilà. Donc Jean-Charles a été formé par les plus grands aux États-Unis, Dolores Cannon, Michael Newton, Brian Weiss. Il a retiré de toutes ces expériences-là, et d'autres personnes, de toutes ces expériences-là, une pratique en y insérant ces processus à lui, qui sont vraiment les processus de transmutation qui pour moi sont fondamentaux. Ce qui permet de ne pas repartir avec une sorte de sentiment de culpabilité d'avoir mal agi ou je ne sais quoi. Par exemple, il y a deux jours, j'ai fait une régression avec une patiente que je connais depuis longtemps, qui fait des régressions de temps en temps avec moi. Et on ponctue, on fait le travail du travail psychanalytique et de régression. Et là, la fois dernière, elle avait tué son mari dans une autre vie. C'est très joyeux, hein, quand je dis ça, ça a l'air affreux, mais en fait c'est très très joyeux quand on y va et qu'on découvre que elle l'a acheté de la falaise. Bon. Et donc, parce qu'évidemment on débriefe, on essaie de comprendre ce qui s'est passé, qu'est-ce qui fait que ça s'est passé comme ça. Donc une fois qu'on a exploré la vie antérieure, on connecte au dernier jour de l'incarnation et on va avec son guide. Donc là, son guide se place à côté de nous, on échange avec lui en direct, donc là on est au moment où il est là. Hein. C'est-à-dire, les gens quand ils vous racontent les NDE pour dire qu'ils étaient avec leur guide et tout ça, c'est ce qu'on vit quand on est dans l'entrevue. Et on est avec eux. C'est extraordinaire à vivre, vraiment. Donc là, son guide est avec nous, puis je pose les différentes questions. Donc le défi, il y avait de l'ordre de se débrouiller seul, donc c'est intéressant, c'est une façon comme une autre de se débrouiller seul. Donc il y avait ce défi-là, et puis il y avait la question qui m'intéressait, c'était, donc elle avait caché hein, évidemment ce meurtre, jusqu'au bout, personne n'a su. Elle en avait gardé les séquelles dans cette vie-là, elle avait toujours un petit peu comme si elle avait quelque chose à cacher, un peu sur la conscience. Et ça, une fois qu'on a régressé, le travail, c'est vraiment, une fois qu'on a connecté à ça, on s'en libère. C'est-à-dire, on redonne à qui on était ce que l'autre personne qu'on a été avait sur la conscience. Mais surtout, parce que ça, c'est presque une étape un peu, on va dire, comment dire, c'est pas le plus abouti de l'étape. Le plus abouti, c'est quand on connecte avec la compréhension de son guide et qu'on demande, est-ce que le meurtre était prévu avant de s'incarner. Et là, on entend oui. Du coup, se place toute une autre compréhension. C'est-à-dire, j'ai pas à me sentir coupable d'avoir commis telle chose, mais on s'est choisi ensemble, et l'un et l'autre, de vivre ce moment-là pour une raison qui est beaucoup plus haute, beaucoup plus vaste que ce que je ne peux imaginer. Il faut comprendre que les vies qu'on a, ce sont... il y a le parfait équilibre et la parfaite justice. On a tous soif de justice ici. Tout le monde dans son cœur se dit c'est pas juste, ça devrait être autrement. Enfin, surtout en France, on a beaucoup cette croyance que les choses devraient être autrement que comme elles sont. En fait, elles sont parfaites, même si ça nous va pas. Notre ego choisit pas. Hein, ça, c'est comme ça. Nous, on doit s'adapter à la réalité. La réalité, elle n'a pas à s'adapter à nous. Donc, cette compréhension que les choses sont parfaites, que même si ça nous va pas du tout ce qu'on est en train de vivre, en fait, il y a une partie de nous qui l'a choisi, en tout cas avant de s'incarner, et qu'on voulait expérimenter certains apprentissages spécifiques. Et que dans toutes nos vies, tout s'équilibre parfaitement. Ça veut dire que ce qui est vécu d'un côté est vécu de l'autre, puis encore de l'autre, puis encore de l'autre, puis encore de l'autre. Rien de ce qu'on a vécu dans notre vie aujourd'hui n'est lié à quelqu'un d'autre qu'à nous. Ça veut dire que tout est utile pour nous-mêmes dans notre cheminement et dans notre progression. Et ce que ça met tout de suite en évidence, c'est les jugements, parce qu'on en a tous énormément. On est tous bourrés de croyances, en fait. La croyance que les choses ne sont pas comme elles devraient être, que l'autre aurait dû agir différemment vis-à-vis de nous, que le problème vient de l'autre, quand même. Ça, on a aussi beaucoup de croyances à déloger, parce qu'en fait, c'est tout l'inverse qui nous est montré. Mais tout l'inverse. C'est tellement puissant que même dans des cas où on se dit « Oh là, quand même, les premières régressions que j'ai expérimentées, j'avais les relents comme ça de croyances que ça devrait être autrement. » Et ils m'ont montré que d'une vie d'un enfant maltraité qui a été tué à 14 ans de maltraitance, c'était une de mes vies antérieures, donc je me permets d'en parler. Et en fait, ils m'ont montré que tu aurais pu partir à 6 ans. À 6 ans, tu pouvais te faire aimer dans une autre famille, juste en face, tu aurais pu partir et te faire aimer. C'est-à-dire la première des phrases qu'ils m'ont dites en remontant, c'était ça. Je me suis dit, ah ouais, quand même, quoi. Même là, en fait, je génère quelque chose que je peux remanier différemment. C'est-à-dire comprendre que si mon âme a choisi d'expérimenter cette difficulté, elle m'avait laissé des possibilités de sortir de cette difficulté différemment. Donc, c'est vraiment tout un monde, et c'est là où on voit qu'en fait, c'est pas juste j'expérimente une régression, et puis je vois comment c'est, et puis voilà. C'est comprendre ça, c'est accepter, et c'est là où ça demande un vrai travail, c'est pour ça que c'est progressif, de lâcher plein de croyances. La croyance qu'on est score, moi je l'avais. Je ne sais pas vous, mais au début, j'avais beaucoup de mal à être dans un corps, et à la longue, j'ai cru vraiment, parce que je pensais qu'il n'y avait rien de l'autre côté, j'ai cru que j'étais cette personnalité et ce corps.
Et vraiment, ça, c'est une des premières croyances qu'il faut remanier absolument, parce que sinon, on n'arrive pas à comprendre la suite. Quand j'ai réussi à comprendre la suite, ça allait mieux. Il fallait lâcher ça d'abord. En fait, quand je leur demande de me montrer ce que c'est d'avoir un corps, ils montrent que notre âme, elle chausse une chaussure. Dans cette chaussure, on va expérimenter quelque chose qu'on a choisi parce que cette chaussure est parfaitement adaptée à l'expérience qu'on est venu vivre. Elle aura ses particularités, elle aura sa façon d'être, si je puis dire, et on va la déformer un peu. Notre âme va habiter cette personnalité. Et on va la déformer comme on est aux profondeurs. Mais la personnalité de surface n'est pas nous. On est bien plus que ça. On est toutes les vies qu'on a eues et bien plus. Donc c'est vraiment, c'est un basculement de compréhension qui est vraiment progressif et on ne peut pas y avoir accès comme ça juste rapidement en se disant ça doit être ça et puis voilà. C'est long, c'est progressif, il faut du temps. Lire permet de passer les choses différemment. Expérimenter bien entendu aussi. Et le point de vue en hauteur, ce pourquoi aussi j'ai un attrait tout particulier pour cette pratique-là, c'est que personne nous dit les choses, on les voit nous-mêmes. Et puis surtout, ils nous le disent dans notre cœur, que ce qu'on a vécu est juste, c'est ce qu'on avait à vivre. Pour vous donner un autre exemple, j'avais une patiente qui est venue que je ne connaissais pas, elle était venue juste pour faire une régression. Et elle était d'origine africaine. Et on va dans une vie antérieure où elle était en Afrique. Et elle était l'esclave d'un maître blanc. Bon, très vite, on se rend compte que le maître blanc, c'est son copain actuel. Et là, c'était il y a 1 an, et je m'étais dit, bon, on va voir, mais j'espère que vous savez ce que vous faites, parce que quand même, il est dehors. Bref, je me dis, bon, on verra. Et j'ai confiance. Je me dis, si nous le montre, c'est que c'est OK. Et on a bien fait. Donc, on explore la vie, on voit les apprentissages qu'elle était venue effectuer, et puis on va au dernier jour d'incarnation, et là, j'entends que ça serait bien de connecter avec l'âme de son maître de l'époque, qui est son ami actuel, pour voir comment il était quand il est remonté après son incarnation. Et on est allé le voir au moment où il revenait. Et on lui a demandé comment il se sentait par rapport à ce qu'il avait vécu en tant que maître blanc, de femmes et d'hommes esclaves. Et il lui a dit, dans toute sa sincérité, c'était parfait, c'était ce que j'étais venu expérimenter. Et c'est là où c'est génial, c'est qu'on voit qu'on n'y comprend rien tant qu'on croit que la vie c'est ici. Tant qu'on croit que le jeu, ici, c'est la vraie vie, et bien en fait, on a vraiment tout le cheminement à opérer dans l'autre sens. Ici, c'est l'endroit où on joue, on expérimente, on vit des choses, on apprend. C'est 1 seconde dans notre éternité d'âme. Ici, tout nous paraît très lourd quand on croit qu'on n'a que cette vie, puis que les autres, ils devraient agir autrement, puis que c'est pas juste, et puis que les autres, ils ont plus de chance que nous. Tout est très lourd, si on croit ça. Et dès qu'on connecte avec le point de vue de sagesse qu'on a à l'intérieur de nous, et puis que eux ont, évidemment, en étant proches de nous et en régressant, on augmente notre taux vibratoire, on augmente notre connexion à eux, et on passe beaucoup plus de temps à voir les choses différemment qu'à les prendre comme des coups au fur et à mesure, quoi. Il faut voir que ce que ça dévoile comme compréhension, c'est qu'on vit dans notre monde virtuel d'aquarium. On a tous notre aquarium. Notre monde qui nous correspond à nous, c'est-à-dire qui on est va se retrouver autour de nous, dans les personnes autour de nous qui nous côtoient. Ce qu'ils nous font vivre, ça nous concerne directement. Nos croyances vont influencer ce qui va se passer pour nous. Si on croit que la vie est injuste, ça va se vérifier. Il y aura beaucoup d'injustice pour nous. Si on croit que la vie est merveilleuse, le merveilleux nous attend. Il attend que ça, qu'on le voit. En fait, c'est vraiment une prise de conscience qu'on est au centre de notre jeu terrestre. C'est un jeu. On expérimente, on est là pour jouer et apprendre. Vibratoirement, la bulle autour de nous, c'est comme une bulle d'hologramme. Notre bulle d'hologramme, c'est notre monde. Tout le monde parle de sa bulle. Vous avez tous fait l'expérience d'écouter quelqu'un dans une situation où on a partagé le même moment. Pourtant, on a tous l'impression d'avoir vu la même chose. Chacun vous dira quelque chose de différent. Ça n'a rien à voir dans la résonance interne, dans la compréhension interne. On a l'impression d'avoir vécu autre chose. Même quand on a plusieurs enfants dans une famille, on voit bien qu'ils ne voient pas la même mère. Enfin, on l'a tous vécu. Et surtout moi, en tant que psychanalyste, vu que je suis dans un cabinet où je ne vois que les bulles internes des gens, c'est-à-dire les gens arrivent, déploient leur bulle et je vois leur monde. Je vois bien qu'on a vraiment chacun notre monde, parce que leur monde, c'est loin d'être le mien, la plupart du temps déjà, et en tout cas c'est le leur, et je vois une multitude de mondes différents. Et je vois surtout qu'à partir du moment où on a compris qu'on était au centre de notre jeu terrestre, que nos vies n'étaient pas ailleurs, avant ou plus tard, devant, mais bien alignées sur nous-mêmes, on voit qu'en évoluant ici, on change profondément l'impact de nos pensées, de nos croyances
et de nos attitudes. C'est-à-dire, libérer des mémoires aussi permet de libérer de l'énergie. Quand on connecte une vie antérieure, on libère une mémoire qui pouvait être une mémoire lourde, qui nous entravait énergétiquement, dont on n'avait pas conscience qu'elle nous entravait. Et ça, je crois que c'est vraiment ce qui me passionne le plus, c'est voir l'impact des vies antérieures sur notre vie actuelle. Et l'autre fois, je discutais avec un patient sur ce sujet-là, il me demandait, quand on libère une mémoire, par exemple, un symptôme, est-ce qu'il a une mémoire? Et en fait, un symptôme dans notre vie a une multitude de mémoires. À partir du moment où on en libère une, on libère l'impact d'une multitude de mémoires. Et un symptôme, ça serait comme le titre d'un chapitre. Donc maintenant, quand j'écoute les gens, je regarde ce qui peut constituer des vrais titres d'exploration de chapitres. Des angoisses, des impressions déjà vues, quand on connecte avec quelqu'un, on a l'impression qu'on le connaît depuis toujours. Ça aussi, c'est extraordinaire. On l'a tous vécu, on a tous dit, oui, là, il y a quelque chose de beaucoup plus grand que juste ce que je peux imaginer. Ces connexions-là, c'est des reconnaissances. Voir les vies qu'on a partagées avec les nôtres aussi. Ça, pour moi, c'est extraordinaire parce que ça explique énormément de positionnements. Comme par exemple, vous avez forcément aussi tous entendu des pères très possessifs avec leurs filles ou autres. Et quand on regarde le lien karmique qui était un lien d'homme-femme, on comprend pourquoi il y avait cette possessivité. Enfin voilà, tout est lié à bien plus que ce qu'on vit là. Et tout est en interconnexion. Et c'est là où c'est extrêmement complexe, et c'est là où on ne peut pas, dans notre esprit un peu linéaire, où on voudrait lisser, organiser dans une sorte de chronologie de temps, comme on avait à l'époque là, avec les fresques chronologiques. Bon, c'est notre croyance, mais ce n'est pas du tout ça. En fait, tout se passe en même temps. Comme un spot lumineux, qui serait notre âme, qui éclaire sur Terre et qui met une vibration plus marquée, plus dense à certains endroits, et moins dense à d'autres. Ben c'est ça, en fait. Les vies, elles se jouent sur d'autres plans vibratoires. Et le plan actuel là, où on est ensemble là, est le plan le plus dense, on va dire, et ailleurs, à d'autres endroits, se jouent d'autres douleurs, d'autres difficultés. Le fait de les libérer, de donner un apaisement à des vies où on a pu avoir par exemple des douleurs, des enfermements, des violences diverses, fait qu'on ne la porte plus. C'est-à-dire on n'a plus ce sentiment de souffrance dont on ne savait d'où il provenait, à partir du moment où on l'a connecté. Alors ça, c'est pour ce qui est régression vie antérieure. Il y a encore beaucoup de choses à dire là-dessus, mais ça m'intéresserait d'être en interaction. Donc je vais aussi vous exposer ce que c'est l'entrevie. Donc l'entrevie, classiquement, on fait en premier régression vie antérieure parce que c'est très accessible. Quand on s'est bien préparé, quand on a bien ouvert notre conscience, tout le monde a accès à ça, si c'est approprié pour nous, mais bon, normalement tout le monde a accès à ça, si on a pris le temps qu'il fallait. Ensuite, on va... dans cette première régression, avec notre conscience supérieure, qui est la partie la plus évoluée de nous dans cette incarnation. Donc c'est le portail vibratoire, énergétique, qui nous relie à notre âme et qui sait tout de nous. On le connecte, donc ça pareil, c'est nous, donc c'est facile d'accès. Une fois qu'on a expérimenté une première régression, on peut avoir accès beaucoup plus facilement, parce qu'on a connu, on voit où est-ce qu'ils communiquent avec nous, on voit où est-ce qu'ils utilisent nos écrans internes, donc on voit où est-ce qu'il faut lâcher prise et pouvoir dire au fur et à mesure ce qui nous vient. Et du coup, la deuxième régression, on peut avoir accès à l'entrevie. Donc l'entrevie, d'abord on fait une courte expérience dans une vie antérieure pour passer plus facilement, parce que c'est comme une sorte de portail vibratoire. La mort, c'est pratique pour remonter avec les nôtres. Donc on va au dernier jour de l'incarnation et puis on connecte avec les nôtres. Donc là, il y a notre guide, il peut y avoir plusieurs guides aussi. Hein. On en a plusieurs normalement, mais il y en a un principal qui vient connecter avec nous et qui vient nous permettre de débriefer l'expérience. Et puis là, on peut lui demander quelle est ma mission de vie, qu'est-ce qui fait que je me suis incarnée dans cette vie actuelle, qu'est-ce qui fait que j'ai choisi telle difficulté, telle souffrance, qu'est-ce que je voulais expérimenter, quel était mon défi principal. Ça, on peut y avoir accès. Alors, ils nous répondent quand ils veulent aussi. Hein. C'est parce que nous, on veut savoir qu'on aura obligatoirement toutes les réponses. Il y a des fois, on pose la question et puis il y a un silence. C'est comme ça. Puis il y a des fois, les réponses, ça ne nous va pas. Mais c'est comme ça quand même. C'est-à-dire les réponses, celles qu'on ressent, qu'on entend, c'est ce qui est. Notre ego, il aura envie encore là aussi de choisir. J'ai quelquefois des patients qui me disent « Ouais, mais moi, ce que j'entends, ça ne me va pas. Mais je veux entendre quand même ce qui est dit et après, on verra si ça vous va ou pas. » Et c'est ça, en fait, c'est qu'on aimerait bien même ça choisir, mais on ne le choisit pas. C'est-à-dire ils communiquent avec nous au niveau de notre cœur, de notre ressenti, et nous font percevoir ce qui est comme c'est, selon ce qu'on s'est choisi avant d'être ici. Donc voilà, pour l'entrevie, on peut aller aussi aux annales akashiques, on peut rencontrer les nôtres, donc notre famille d'âme, qui n'est pas notre famille physique, hein,
Ça veut dire que même si on les aime très très fort et c'est super, et heureusement, on a plein de gens qui nous aiment sur Terre, on a des gens qui nous aiment de l'autre côté, qui sont ceux qui nous connaissent depuis toujours. Donc notre famille d'âme, qui sont les plus proches de nous, qui sont justement parfois dans notre famille, mais rarement en fait quand on regarde, parce que expérimenter le lien familial, c'est un très bon moyen de créer un lien d'amour pour apaiser des conflits. Donc souvent à choisir, c'est pour ça qu'on trouve que les familles quand même quelquefois c'est compliqué, mais c'est parce que le lien d'amour familial est un lien vraiment propice à l'apaisement des conflits. Donc plus ça a été compliqué, plus il faut que le lien soit fort pour réussir à l'apaiser. Et le but ici, évidemment, c'est l'apaisement, c'est la paix. C'est comprendre qu'ici, on est entouré de nos croyances, on a à en libérer beaucoup pour accéder à ce qu'il y a de plus authentique, de plus sincère en nous. Et la paix est évidemment au bout de cette pratique-là. Donc voilà, ça c'est pour les 2 premières expériences. On peut aussi connecter avec des... Alors moi je dis pas défunts parce qu'ils sont pas morts. Ils aiment pas tellement d'ailleurs qu'on dise qu'ils sont morts parce que c'est pas vrai. Mais bon, ceux qu'on aime de l'autre côté, ceux qui étaient avec nous et puis qui sont passés sur un autre plan. Donc on peut échanger avec eux quand c'est approprié, quand ça a une bonne résonance pour eux aussi, parce que ça les amène à venir sur un autre endroit vibratoire pour échanger avec nous. Donc c'est pas toujours possible, mais quand on demande et si c'est approprié, on peut y avoir accès. Et même quelquefois on ne demande pas, ils sont là quand même, donc c'est plutôt pas mal aussi. Et puis les régressions après, surtout pour mes patients et puis d'autres personnes qui choisissent de régresser régulièrement, là après on y va plus spécifiquement, c'est-à-dire par exemple, imaginons qu'on a un symptôme, et là on va y aller pour traiter le symptôme. Par exemple, j'avais une petite patiente qui n'avait pas du tout travaillé psychologiquement sur elle-même et qui a utilisé les régressions. Et en 4 régressions, elle avait 70% d'asthme en moins, déjà. Donc déjà, ça a posé les choses assez clairement, il y avait vraiment des mémoires à libérer. L'asthme était une expression de mémoire qu'elle avait à libérer. Et à chaque régression, on posait l'intention d'avoir plus d'informations pour libérer ce symptôme-là. Il lui reste 30% qui vont correspondre à ce qu'elle a à travailler dans sa vie actuelle, mais en tout cas, on a libéré ce qui était à libérer, quoi. Donc voilà, on peut y aller pour des symptômes spécifiques, on peut aussi y aller pour un lien avec quelqu'un dont on souhaite un apaisement ou dont on souhaite comprendre de quoi il est fait, et auquel cas on peut y retourner pour avoir plus d'informations sur ce lien, par exemple. Enfin, on peut y aller en posant les intentions qu'on veut. Moi, la plupart du temps, je laisse quand même une liberté d'intention qui est de leur laisser à eux le choix, parce qu'ils savent mieux que nous, de ce qui est le plus juste pour nous, le plus approprié. Alors, dans ce que j'ai évoqué, je sais que chez chacun, il y a le « oh là là, qu'est-ce que j'ai dû faire avant ? Est-ce que j'ai envie de le savoir ?» Et effectivement, on a tous fait plein de choses intéressantes, pas mal, mais intéressantes pour notre évolution en tout cas, parce que ce qu'on vit d'un côté, il faut le comprendre de l'autre. Et il faut voir qu'il n'y a que nous qui posons des jugements. Aucun jugement n'est possible parce que ce qu'on a choisi de vivre est parfait, et vu que ça a été choisi avant de venir, il n'y a rien de mal. Nous, on peut croire, mais c'est très judéo-chrétien de croire que c'est mal. Il n'y a rien de mal. C'est parfait. C'est ce qui est compliqué pour nous à comprendre, c'est que les choses sont parfaites. Là où nous, on a encore envie de dire que ça l'est pas. Et pourtant, ça l'est. Pour vous dire que quand, pour nous, c'est pas approprié d'avoir accès à certaines choses, ils ne nous le montrent pas. J'avais une patiente qui avait été soldat pendant la guerre 39-45. Et puis au tout début, on avait eu accès à un acte de bravoure qu'elle avait posé en tant que soldat. Donc c'était très intéressant, elle était très contente d'avoir eu cet acte de bravoure, de protéger un enfant, mais c'était très satisfaisant. Puis bon, 5 régressions après, on a eu accès au reste de cette vie-là. Donc elle était prête à accueillir le reste. Et le reste de cette vie-là, ce n'était pas que des actes de bravoure, elle était un soldat allemand. Donc elle n'était pas là que pour avoir des actes de bravoure et de protection des enfants. Donc c'était très intéressant de voir qu'ils ne lui ont pas montré du tout, jusqu'à ce qu'elle soit prête à ouvrir et libérer une mémoire de culpabilité qui l'a apaisée complètement, parce que dès qu'on débriefe avec eux, on voit que c'est exactement ce qu'on avait choisi de vivre. Parce qu'elle avait été, et c'est là où ils l'ont montré en fait, et ce que j'aime beaucoup, c'est qu'ils nous montrent les vies qui contrebalancent. Qui dit soldat allemand et dit avoir à obéir à des ordres qui paraissent profondément injustes par rapport à notre cœur, ce que notre cœur nous dit, elle a dû, elle, subir en tant que, alors je ne sais plus si c'était moine ou quelque chose de cet ordre-là, dans un endroit où elle avait protégé des enfants, et il y a eu une intrusion et ils ont pris les enfants et c'était extrêmement douloureux. Il fallait qu'elle comprenne de l'autre côté ce que c'était d'expérimenter ça. Vous voyez, il y a vraiment une recherche de compréhension, et quand vous regardez les mandalas, c'est exactement ça. Nos vies, c'est comme les motifs des mandalas. Tout s'équilibre parfaitement
de toutes parts. Tout ce qu'on a vécu d'un côté, on le vivra de l'autre. Et elle est là, la justice parfaite. La justice qui fait que tout est parfaitement OK et on n'a pas à entretenir de colère vis-à-vis de qui que ce soit. On a juste accepté l'apprentissage et libéré le reste. Parce que cet apprentissage, c'était ce que l'on était venu rechercher. C'est comme un peu le goût de l'effort. Ici, il y a du courage pour venir s'incarner, parce qu'en vrai, c'est quand même difficile d'être dans des corps humains. Et ben, il y a du goût de l'effort. Nos âmes, elles ont le goût de l'effort et elles ont le goût de l'apprentissage. C'est comme vouloir faire un marathon. Ben, un marathon, c'est pas facile, il faut s'entraîner, on va souffrir physiquement. Mais si on s'arrête dès qu'on a un petit peu mal quelque part, on va jamais y arriver. Donc on sait qu'on aura un petit peu mal, c'est comme ça fait partie du jeu, mais on va y arriver. Donc, avant de s'incarner, on se prépare, on travaille, on étudie sur ce qu'on a à parfaire, sur ce qu'on a à accueillir, à libérer, à mieux gérer. Après, on vit notre plan d'incarnation. Ça veut dire qu'on a les grandes lignes prévues, la personnalité du corps qu'on a choisi, qui va avec le chemin de vie qu'on a choisi. Et là, après, le libre arbitre, il est total. Ça veut dire, je suis libre de choisir comment je vais réagir à telle situation, comment je vais accepter de libérer ma colère ou de l'entretenir, de pardonner ou de trouver mille et une raisons de dire que c'est de la faute des autres, ou d'être acteur de ma vie. C'est-à-dire, je suis complètement responsable et libre d'être dans l'accueil ou dans le refus, dans la plainte ou dans une position plus adulte, plus mature, qui est « Ok, c'est moi qui ai généré ça, alors je peux le vivre. » C'est vraiment un ensemble de compréhension qui est, comment dire, c'est une succession de libération de croyances. Plus on chemine, plus on voit qu'il y a plein de choses qui ne peuvent plus tenir dès qu'on l'a compris. Donc voilà, les culpabilités qu'on peut craindre d'avoir, il faut voir qu'évidemment, ils ne nous montrent pas ce qui n'est pas approprié pour nous. Et le jour où ils nous le montrent, c'est parfaitement OK. C'est parfaitement bien et on peut le vivre. Et surtout, il nous donne accès à la compréhension. Et c'est ce sur quoi Jean-Charles avait beaucoup axé sa formation. Et voilà, c'est ce sur quoi nous aussi, maintenant, on est plus vigilants, c'est-à-dire tout pouvoir remanier. Et c'est aussi pour ça que je ne serais pas tentée de conseiller, de consulter des gens qui vont vous dire que vous avez été ci et ça dans des vies antérieures. Déjà, qu'est-ce qui prouve que c'est vrai? Je suis désolée, moi, tant que je n'ai pas vu du dedans, je ne sais pas si c'est vrai. Peut-être ça peut résonner, d'accord, mais en fait, on ne peut rien en faire parce qu'on n'a pas accédé à un niveau de conscience supérieur. Et intégrer ce qu'on a vécu, c'est forcément accéder à un niveau de conscience supérieur. Dès qu'on est trop dans notre petit moi, en fait, c'est moi, ma personne, on ne peut pas ouvrir notre compréhension réellement, la compréhension du cœur, en fait. Et donc voilà, je sais qu'il y a des pratiques qui se font ainsi. Moi, je suis beaucoup plus l'expérimentation interne. Et pareil aussi, les gens me disent quelquefois « mais j'ai peur d'inventer ». Bon, il faut savoir que moi j'ai beaucoup régressé, hein, j'ai régressé 26 fois pour l'instant, parce que c'est pas fini. Et dans toutes les régressions, surtout au début, j'avais cette peur-là d'inventer, parce que c'est notre écran interne, en fait, c'est là où d'habitude on pense, on réfléchit, on imagine, c'est dans notre écran interne, on entend, on voit, on sent, on sait, donc tous nos écrans sont sollicités intérieurement. Mais j'ai eu plein de vérifications, parce qu'évidemment, à force d'en faire, on en a des vérifications. Par exemple, donc moi j'ai eu des vies avec mes proches, lorsque eux ont régressé, ils ont vu les mêmes vies de leur part à eux, de leur côté à eux, dans le corps qu'ils avaient de l'autre côté. Donc là, pour le coup, pour inventer un truc pareil, il faut quand même y aller, surtout qu'on ne sait même pas où on arrive. Et on arrive, on est en mode de description. Je décris tout ce que je vois, je ne sais même pas où je suis encore, mais je décris. Donc en décrivant, il se trouve que mes amis proches, avec qui j'ai régressé, ont connecté aux mêmes vies. Donc déjà, ça, c'est pas mal. Et une anecdote qui m'avait fait beaucoup rire, parce qu'au début, je m'étais dit, tiens, c'est bizarre, parce qu'on aime beaucoup intégrer tout ce qu'on a expérimenté dans les régressions. Et avec des proches, on en fait tous ensemble. Il y en a un qui fait la régression, et tous ensemble, on est autour et on participe, on reçoit chacun nos informations en fonction. Et une fois, donc j'avais fait une régression avec une amie, et puis elle avait eu une vie importante, une simple image où elle était une femme avec 2 enfants au bord de la mer, dans le sud de la France, avec un mari adorable. Ils avaient les moyens, ils avaient... donc c'était comme une photo, quoi. Elle me décrit la photo, ils avaient un appartement en ville, et c'était plutôt bleu ciel, le ciel, les volets bleu ciel, bref. Elle me décrit ça. Pas grand-chose à en tirer, je me dis, bon, ça arrive quelquefois qu'on n'ait pas forcément plus d'informations, c'est ok, donc on va expérimenter notre vie juste après. 6 mois après, on rencontre une personne qu'on ne connaissait pas en fait, hein. C'est quelqu'un qu'on a rencontré à ce moment-là. Donc 6 mois après, on la rencontre, on échange avec elle, au bout d'une semaine, parce que c'est comme ça quand on me côtoie souvent, on fait des régressions. Et du coup, au bout d'une semaine, on a fait une régression,
elle a eu une première vie qu'elle a expérimentée, et la deuxième, c'était cette image-là. Et elle me le décrit de l'autre côté. Elle me dit, je suis dans le sud de la France, je suis un homme, j'ai ma femme à côté, j'ai 2 enfants, ils sont blonds, ils ont des vêtements bleu clair, j'ai un métier qui génère de l'argent, j'ai un appartement en ville, on a une maison au bord de la mer. En fait, elle me décrit la même image. Et là, la personne avec qui je faisais la régression à côté de moi était celle avec qui j'avais fait cette régression-là, où elle avait vu cette image-là. Si bien qu'elle a pu voir elle-même que on avait une vérification. Ils adorent ça aussi, c'est-à-dire ils ont besoin qu'on comprenne qu'en vrai c'est vrai. C'est-à-dire on n'est pas dans c'est pas du fantasme, c'est pas de l'expérimentation de voyage fantasmatique. C'est vraiment quelque chose que l'on peut contacter quand c'est approprié pour libérer certaines choses. Donc là c'était pour nous, c'était un petit cadeau pour nous faire une petite vérification, bien que moi j'en ai eu évidemment beaucoup, vu qu'à force de régresser, les gens qui sont autour de moi et qui régressent ont vu des vies que moi j'ai pu expérimenter déjà moi. Donc pour moi, ce sont mes vérifications. Ensuite, pendant les régressions, parfois, c'est symbolique ce qu'on va contacter, c'est arrivé. Moi, ça arrive pas très souvent, mais ça arrive quelquefois que j'ai des patients qui relatent en fait une métaphore. Donc on est dans une métaphore, et à la fin, on a le débrief avec le guide qui nous permet de savoir quel était le sens de la métaphore. Une fois, il y avait un patient qui avait une maladie, il voulait savoir quelle décision prendre, s'il devait se faire opérer ou pas. Et il voulait régresser avant pour pouvoir échanger directement avec les siens et savoir ce qui était le plus approprié. Et du coup, on a pris ce temps-là et ils lui ont d'abord montré une métaphore. Et c'est vrai qu'au début, on se demandait un peu où on était, mais bon, c'était comme ça. Et puis après, on a compris que c'était une métaphore et que c'était la métaphore de sa maladie. Et du coup, ils ont pu répondre à nos questions. Donc, ce qui se passe est forcément ce dont on a besoin le jour où on y est. Le processus est sécurisé par ceux qui nous aiment depuis toujours, ceux qui ont accès à toutes nos vies et qui savent exactement ce qui est approprié pour nous. Donc, rien de ce que l'on vit n'est décalé par rapport à nos besoins. Ensuite, quand on éprouve des sentiments, c'est vrai qu'on peut les éprouver très très fort pendant les régressions. S'il y en a qui sont inconfortables, je les diminue. Simplement en posant l'intention, il diminue toute situation, que ce soit sensation un peu de douleur, ou que ce soit de peine, ou que ce soit de peur. Tout peut être diminué à la demande. Donc voilà, c'est vraiment un processus très, très sécurisé. Peut-être vous avez déjà des questions. Ça serait bien, parce que j'aime bien quand c'est interactif, parce que sinon j'ai plein de trucs à dire, mais je voudrais que ce soit approprié pour vous, précisément. Si vous êtes venu, vous aviez peut-être déjà des questions à vous. Est-ce qu'il y en a un qui peut se lancer? Ouais, alors. Vous parliez du libre arbitre oui. Tout à l'heure, qu'on a tous, je sais pas, même après avoir choisi sa mission de vie, oui. Et le libre arbitre, il peut venir, excusez-moi l'expression, mais foirer tout. Alors, bon, objectivement, tout est bien comme expérience, donc c'est pas comme vous le dites, dans le sens on ne rate pas, mais on peut tourner un peu en rond sur plusieurs vies. C'est pour ça que les régressions deviennent intéressantes, c'est-à-dire, et c'est vrai que j'ai des patients, on remarque quand même c'est un peu la même problématique dans plusieurs vies, et que là, de l'autre côté, ça leur va pas vraiment. C'est-à-dire, ce qu'ils souhaitent, c'est qu'on évolue bien, qu'on progresse, pas qu'on apprenne constamment la même leçon, c'est-à-dire une fois qu'on travaille sur un exercice, l'idée c'est d'accéder à l'apprentissage qui va avec. Donc, effectivement, ça peut être un ronron, mais d'ailleurs, qu'est-ce qui fait qu'on est sur un ronron comme ça d'expérience de vie? C'est qu'on veut pas, c'est notre ego qui bloque, hein. C'est que notre ego refuse d'accepter quelque chose. C'est-à-dire, ici, le gros travail qu'on a à faire, c'est lâcher ça. C'est-à-dire, arrêter de croire qu'on sait. Moi, ça a été un énorme travail pour moi, parce que j'avais un dogme psychanalytique. Pour moi, l'inconscient expliquait, c'était suffisant. Donc j'ai eu à lâcher tout ça. Et c'est ce que tout le monde doit faire, là où on ne sait même pas qu'on a des croyances. En fait, on ne sait pas que ce sont des croyances. On croit que c'est ça la réalité. Alors que ça, c'est une multitude de croyances. Donc lâcher nos croyances, c'est vraiment le gros travail de décloisonnement qu'on a à effectuer. Et pourtant, notre moi supérieur, il sait exactement ce qu'il faut faire. Oui, mais vous avez sûrement remarqué qu'on ne l'écoute pas toujours. C'est-à-dire, écouter notre cœur, c'est le travail qu'on a à faire ici. Mais parfois, on va écouter nos peurs, notre colère, notre frustration, notre expérience de l'autre fois, il s'est passé ci, donc aujourd'hui je ne me ferai plus avoir. En fait, on est dans la revanche, dans la colère, tout ça, c'est tout ce qu'on doit lâcher. Et bien, mine de rien, on y tient. Parce qu'on croit que le monde c'est difficile, il faut se battre, c'est limité, il n'y aura pas pour tout le monde. C'est tout l'inverse. Le monde est beaucoup plus, riche en cadeaux et en ouverture que ce que notre ego pense. Donc oui, on peut être sur la même leçon, malheureusement, sur pas mal de vies. Et là, les régressions sont intéressantes pour ça, parce que si on se voit
en train de faire avoir la même problématique avec les mêmes réponses et les mêmes... Bah, ouais, oui. Et oui, on peut passer à côté de très belles opportunités aussi, hein, bien sûr, d'évoluer. Mais c'est jamais gênant, dans le sens où si on a besoin de 10 vies pour apprendre une leçon, eh ben on en aura 10, et si on en veut 100, on en aura 100. Il n'y a pas de problème en fait, il n'y a pas de notion de temps, on a tout notre temps. Hein. Donc si c'est bien pour nous, c'est bien pour eux. Voilà. Mais c'est vrai que s'il y a une chose à retenir là-dedans, c'est que le savoir ne vient pas du dehors. Le savoir, la vérité, pas juste ce qui est vrai pour nous dans nos croyances, mais la vérité, elle ne s'apprend pas, elle se dévoile. Dans notre cœur, on sait les choses. En psychanalyse, c'est la première des choses que moi j'ai appris, c'était mettre en axe dans mon cœur et être dans la sincérité. C'est-à-dire être la plus alignée possible entre ce que notre cœur nous dit, notre parole et notre pensée. Plus on est aligné, plus on est vrai et sincère, plus notre équilibre est puissant. Plus on a confiance tout simplement dans le fait que c'est ok, qu'on a le droit d'être qui on est. Eh bien, c'est pas plus que ça. C'est pas plus que ça, c'est-à-dire c'est le tronc central pour toutes ces pratiques-là. Quelles que soient les pratiques, à partir du moment où on est aligné sur notre cœur, qu'on écoute notre cœur, que c'est pas notre colère, notre frustration, mais bien notre cœur qu'on écoute, ça sera juste ce qu'on fera. Voilà. Mais c'est pas toujours le cœur qu'on écoute. Je connais quelqu'un qui a une DMLA. Est-ce que ça fonctionnerait ça? Alors peut-être, ouais, dites plus précisément pour les autres. Ce que vous dites. Je connais une personne qui a une DMLA. Donc, oui, mais dites ce que c'est. c'est une déficience musculaire liée à l'âge, hypertonie. Donc, elle a une soixantaine d'années et la personne chez elle, au niveau du père et du côté du père de la mère, il y a ça. Donc, elle se pose des questions. Tout le monde a bien entendu ou pas? Non. Donc il y a une personne qui souffre de troubles de la vue et la question en fait c'est est-ce qu'on pourrait traiter le symptôme, c'est ça? Aucune idée. J'en sais rien du tout. Moi je sais pas en fait, hein. Je peux demander les choses mais je sais pas moi. Bah peut-être ou pas. En fait concrètement, ça peut peut-être aider si c'est quelque chose qui est lié à une problématique dans sa vie présente qu'elle n'a pas réussi à lâcher, libérer, qu'elle a un apprentissage spécifique, peut-être. Mais peut-être elle se l'est choisi ce symptôme avant de s'incarner, qu'elle avait quelque chose à retirer de cette expérience spécifique et que quelque part, il faut qu'elle le garde encore. C'est possible aussi. Moi, j'ai aucune idée. Et vraiment, en vrai, je sais pas. Hein. Je sais juste que je peux demander. Et la réponse vient, mais il faut que la personne soit en demande, il faut que... Enfin, voilà, il y a tout un cheminement à faire. Mais comprenez vraiment, et c'est ça que j'essaye de vous dire, personne ne sait, hein, ici, si quelqu'un vous dit qu'il sait pour vous, méfiez-vous quand même. Hein. Moi, je sais pas, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde qui peut savoir mieux que ce que notre cœur va nous dire. D'accord ? Et voilà. Si son cœur lui dit « ça serait bien pour moi », qu'elle fasse. Si son cœur lui dit « non », bah non. Mais voilà. Le plus important vraiment à comprendre, c'est l'alignement interne. Et cette pratique nous permet de nous aligner vraiment sur nous et sur eux. C'est-à-dire de ne plus placer trop de foi, de confiance dans ce qui va être donné du dehors, mais bien au contraire aller chercher à l'intérieur les réponses en nous. Elles sont en nous, toutes. Il n'y en a aucune dont on aurait besoin qu'on ne puisse connecter. Après, il faut prendre le temps de le faire, il faut s'ouvrir, il faut accepter ce qu'ils nous disent aussi. Donc voilà, donc je sais pas. Est-ce que, comme Dolores Cannon, vous avez eu des témoignages extraterrestres? Alors, oui, plein. Oui, plein. Et une question plus précise sur ces témoignages? Je voulais savoir ce que vous pensiez de Dolores Cannon, parce que je l'ai découverte l'année dernière à travers ces 3 livres qui ont été traduits. Et c'est vrai que ça m'interpelle beaucoup. Ouais, ça vous parle, ça doit être pour quelque chose, mais oui, j'en ai, bien sûr. Et qu'est-ce que vous en faites? On travaille de la même manière. On intègre, hein, parce que tout s'intègre, hein, tout s'intègre de la même manière. Qu'on vienne d'ailleurs, c'est aidant de le savoir, en fait. C'est vrai que, bon, c'est encore un peu particulier tout ça, hein, mais il y a un plan d'incarnation terrestre et un plan d'incarnation parmi beaucoup d'autres. Et effectivement, quand on vient s'incarner sur Terre, on peut être principalement une âme qui a choisi de s'incarner sur Terre, comme on peut aussi être une âme qui vient d'ailleurs et qui a choisi de venir apporter une autre façon d'être, une autre façon d'aimer aussi, tout simplement. Et qui vient d'ailleurs, et oui, bien sûr, il y en a. Attendez, ouais, peut-être juste, oui. Alors, vous disiez
tout à l'heure que lors de la perte d'un être proche, son esprit était plus rattaché à son esprit de famille que pour lui. Enfin, en gros, c'est ce que j'ai cru comprendre. Ah, c'est ce que vous avez compris. J'ai pas voulu dire ça, mais j'entends que vous l'ayez compris comme ça. J'ai compris comme ça Oui. que lorsqu'un proche partait, quittait C'est une famille terrestre. Oui. Sa famille terrestre, mais sa famille nous, spirituelle était plus proche de lui que non. Bah, c'est pas vraiment ce que je voulais dire, mais en fait, Est-ce qu'il n'y a pas un mal, enfin une souffrance de la part d'une personne qui part comme ça? Est-ce qu'elle ne souffre pas? Est-ce qu'elle n'est pas en recherche enfin, je sais pas. C'est une rupture. Alors, Une rupture il y a brutale. tellement de choses dans ce que vous me dites. Oui, oui, oui. Alors, de la manière dont la personne est partie, ce qui s'est passé, comment elle l'a intégré, comment les proches l'ont intégré, est-ce que les proches l'ont accepté ou pas? On retient les nôtres. Hein. Quand on a du mal à accepter un départ parce qu'il a été brutal, parce que notre cœur est en peine, et qu'on n'a pas envie qu'il parte, et ben, du coup, on le retient. Et même si on voudrait faire autrement, et ben, voilà, notre peine le retient. Et bon, ils sont aidés de l'autre côté pour comprendre que ici, c'est notre seconde de travail, et que toute l'éternité, on se retrouve. Hein. Ici, la vie, ça a l'air hyper long, mais en fait, en vrai... D'ailleurs, plus on vieillit, plus on trouve que ça passe vite, mais c'est très bizarre. La notion du temps est très bizarre. Mais c'est extrêmement douloureux, et je l'entends, tant qu'on est dans un certain champ de conscience. À partir du moment où on ouvre notre champ de conscience, on comprend que c'est une naissance. Est-ce que c'est triste qu'une chenille se transforme en papillon? Je sais pas, je le comprends que ça puisse l'être pour ceux qui sont encore chenilles, mais c'est un papillon quand même, c'est pas mal un papillon. Et elle va vivre d'autres choses, et il va vivre d'autres choses. Mais oui, on est humain, quoi. On est humain, ça veut dire on vit dans un corps qui a l'attachement, qui souffre, qui... Bah, on s'est choisi des choses costauds quand même, hein, pour... Voilà, c'est pas facile. Et je l'entends. Mais juste savoir qu'ils sont tout de suite entourés d'amour quand ils retournent de l'autre côté, et qu'il y a différentes phases avant de connecter avec les nôtres. Donc là, il y a tout un processus qui est extrêmement bien détaillé... Oui, il y a tout un processus qui est extrêmement bien détaillé par Daniel Meroy, qui a voyagé énormément dans l'astral et qui explique ce qui se passe de l'autre côté, ce qui fait qu'effectivement on peut avoir tendance un petit peu trop à retenir les nôtres et ce que ça amène. Mais connecter à ce qui se passe de l'autre côté, accéder à cette compréhension, et la peine, elle est complètement diminuée. Elle est complètement diminuée, c'est-à-dire, enfin, comme tout le monde, je perds les miens aussi, hein, et j'ai encore perdu une amie il n'y a pas longtemps, et c'est pas du tout pareil quand... mais même sans connecter, quand on sait ce qui se passe de l'autre côté, ça change vraiment la donne, surtout quand on l'a vécu dans notre cœur, c'est-à-dire le contact avec les nôtres, la compréhension intérieure, amène une autre façon d'éprouver. Maintenant, on est humain, on a le manque physique, on a le besoin d'être avec l'autre, tout ça, ça nous manque, oui. Et tout ce que je peux vous dire, c'est plus vous réussissez à vous dire « je garde l'apprentissage et je libère le reste », et je me concentre sur ce que je vis ici et maintenant, sachant que tout le reste, de toute façon, est là. Ça veut dire je retourne avec tout ce que j'aime. Le lien d'amour, c'est vraiment le lien qui est le plus puissant, qui nous amène directement, vibratoirement à ceux qu'on aime de l'autre côté, c'est-à-dire dès qu'on a besoin de se connecter de l'autre côté, quand on est passé par les différentes phases, on retrouve les nôtres. Hein. Personne ne se perd. Vraiment. Mais oui, c'est difficile. Donc on choisit de s'incarner pour vivre ses expériences, vous nous l'avez dit. Est-ce qu'on choisit le corps dans lequel... Oui, bien sûr, parce qu'il a une personnalité, il a des particularités physiques. Donc le tout petit, le très grand... Oui. Voilà, toutes les particularités physiques. Et la personnalité, évidemment, pas que extérieure, mais extérieure aussi. Oui, c'est important pour, tout à fait. Le corps pour physique... ceux qui souffrent de leur apparence. Ah oui. Oh oui, puis en plus, franchement, là, pour le coup, c'est très, très secondaire, l'apparence. Oui, mais sur Terre, la personne, elle, ça va lui bouffer sa vie si elle se sent pas bien. Ça peut être autre chose. C'est-à-dire, ça peut être des complexes de ne pas aimer sa personnalité, hein. C'est-à-dire là, il y a souvent, là, il y a la psychanalyse qui parle aussi, mais il y a aussi une difficulté à aimer la personne qu'on est tout court. Et de devoir être encore mieux pour se faire aimer les autres. C'est des croyances que l'amour va venir du dehors, et c'est pas vrai. L'amour, il est au-dedans et sans condition. Oui, d'accord. Il y a plein de croyances à lâcher, mais oui, on choisit le corps.
On est de plus en plus nombreux à se réincarner au point de détruire notre Terre. Est-ce que c'est une expérience collective? Alors, on arrive sur une phase d'évolution importante, à la fois dans le développement vibratoire de l'humain et également sur la Terre. La Terre vit son fonctionnement, c'est quelqu'un, hein, la Terre c'est une personne à part entière, si je puis dire. Donc elle vit son évolution, son développement. Effectivement, il y a un éveil de conscience indispensable. Il y a aussi, Dolores Cannon en a parlé, une vague d'incarnation de personnes qui viennent d'ailleurs aussi pour éveiller, parce que c'est important d'hausser le taux vibratoire, sachant qu'ici on est dans un libre arbitre qui doit se respecter. Il n'y aura pas d'intrusion du dehors, donc c'est uniquement l'évolution intérieure. Et en déteignant les uns sur les autres, en s'éveillant, on participe à l'éveil. Et évidemment, il y a des prises de conscience qui sont en train d'être faites. Enfin, moi, c'est vrai que comme je regarde pas les médias, du coup, je suis très optimiste. Peut-être c'est ma nature aussi, hein, mais moi, je regarde pas les médias. Du coup, j'ai foi. Non, je suis convaincue que comme je suis convaincue que en posant notre regard sur ce qui est et sur ce qui est beau, on nourrit notre bien-être qui va permettre aux autres aussi de se nourrir de ce bien-être-là. Et là, on hausse le niveau. C'est-à-dire, hausser le niveau, c'est beaucoup cultiver notre bien-être. Et on a tous cette mission aussi là à faire. Hein. On est vraiment complètement responsable de ce qu'on véhicule et de ce qu'on amène aussi aux autres. Hein. Donc nos mots, nos attitudes, nos pensées, nos ressentis sont cultivés par cet état d'esprit-là. Et si chaque jour je me nourris de ce qui ne va pas dans le monde, je vais être super malheureuse. Donc non, pas moi. Je préfère regarder ce qui est et ce qui est beau. Oui. Ah bon, oui. Alors, en fait, ça n'a rien à voir. Moi, je Oui. veux savoir si quand on dormait, c'est pas possible de repartir dans une vie intérieure. Si, bien sûr. Alors là, vous avez peut-être une expérience que vous voulez. Ben non, c'est parce qu'à plusieurs reprises, mon conjoint m'a dit que je parlais, comme certainement plein de gens, mais que je parlais une langue qui n'existe pas. Voilà. Ni anglais, ni espagnol, ni enfin voilà, c'est un dialecte. On a l'impression que c'est hyper bien structuré, mais on comprend pas, je comprenais rien de ce que tu disais. Et on a l'impression que tu échangeais avec quelqu'un, mais au moins un dialecte, je sais pas ce que c'est. Tout à fait, vous devriez enregistrer, ce serait intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent un certain dialecte et voilà, différents en fait, dialectes. Ça peut être un fond du sommeil. Dans une vie passée. En fait, c'est un état modifié de conscience, le sommeil. L'hypnose, c'est un état modifié de conscience. On connecte, on voyage. Il y a des rêves à proprement parler, qui sont des purs rêves, mais il y a aussi des réminiscences de vie antérieure. On a accès à nos vies antérieures aussi dans les rêves. On connecte aussi avec des personnes qui sont de l'autre côté. Enfin, il se passe beaucoup de choses quand on rêve. Hein. Mais oui. Et effectivement, j'ai une amie qui parle un dialecte très particulier et qui vient de vie antérieure. Oui. Vous parliez des guides. Oui. Ils ont fini leur réincarnation, a priori, nos guides. Oui. Pas tout le temps. Si. Par contre, excusez-moi, la question que moi j'ai du mal à saisir, enfin un peu que je me pose, c'est les gens, les défunts, comme vous disiez, si on les retient, on les empêche de se réincarner en fait. Oh là, non. En fait, on les ralentit dans leur cheminement, c'est-à-dire effectivement, ils n'ont pas envie qu'on souffre en fait. Ils voient bien que la vie terrestre, elle n'est pas facile. Il faut être honnête, c'est pas évident ce qu'on s'est choisi. Donc, ils ont envie de nous aider et quelquefois, ce qui les retient, c'est la culpabilité aussi. Ah, oui. C'est un exemple qui va sur encore d'autres registres, mais enfin, oui, voilà, on les retient, mais comment dire, tôt ou tard, ils y vont quand même. Et tôt ou tard, ils progresseront quand même, et puis ils vont rejoindre après les leurs avec qui ils vont cheminer différemment. Et si c'est bien pour nous qu'ils restent à nous aider un petit peu, ils le feront généreusement. Et la question, c'était par rapport à s'ils allaient se réincarner. Ça n'a aucun... Ouais, en fait, le délai dans les incarnations est très très variable. Il peut être très long, comme il peut être assez court, selon les besoins, selon ce qui s'est passé. Mais notre âme, c'est plein de rayons qu'elle incarne. C'est-à-dire, là, on est dans un corps, on est présent là. C'est pas toute notre âme qu'elle a, c'est un rayon de notre âme. Ça veut dire qu'elle a d'autres incarnations ailleurs. Donc, c'est très complexe. Pour un cerveau humain, c'est un peu compliqué pour nous de conceptualiser à quel point c'est immense, en fait, l'incarnation. Est-ce que vous pourriez nous parler un peu plus du guide? Oui, justement, je m'étais dit que ça serait bien, effectivement. Alors, les guides,
C'est le mot guide, je l'utilise parce que tout le monde le comprend. Pour moi, sont mes amis, en fait, c'est mes meilleurs amis. Dans le sens où sont nos copilotes, sont nos amis, ils sont là pour orienter. Enfin, quand vous conduisez et que vous avez quelqu'un qui regarde le plan, c'est quand même plus pratique. Bah, c'est ça. C'est-à-dire, eux, ils ont le plan, et puis nous, on y va. Et donc, il y a des fois, on sait pas où aller, et si on écoute bien, ben, ils nous le disent. Après, on peut ne pas écouter, se dire, j'ai raison, je vais aller à gauche, alors que c'est à droite, c'est ok aussi. Hein. Mais nos guides, c'est ceux qui nous aiment depuis toujours, qui sont... quand vous voyez l'attention qu'un parent d'un tout petit a sur son enfant, c'est ça en peut-être 10 000, 20 000, 100 000 fois plus fort. Voilà, je peux pas vous dire tellement c'est immense en fait. Mais qui sont-ils? C'est les nôtres. C'est ceux qui vibratoirement sont proches de nous et qui peuvent nous apporter une aide, des grands frères, des amis. Et ils nous ont choisis parce que c'est que de l'entraide de l'autre côté. On est là pour partager les uns les autres, s'entraider. C'est vibratoirement comme ça en fait. Mais pourquoi ils sont guides? Qu'est-ce qu'ils leur Ils ont fait les incarnations suffisantes pour avoir l'expérience, comme comme aussi, voilà, quand on a assez cheminé, on peut apporter certaines compréhensions, c'est la même chose. Donc effectivement, ils ont eu beaucoup d'incarnations avant de pouvoir être guides. Mais c'est que c'est dans leur vibration, on n'est pas obligé d'être guide au bout d'un moment. D'ailleurs, ils sont guides parce qu'ils sont intrinsèquement dans cette vibration d'aide. On peut se spécifier dans d'autres choses, se spécialiser dans d'autres choses. On n'est pas obligatoirement guide parce qu'on a fait beaucoup de choses, hein, c'est pas une obligation. Ça veut dire qu'on peut être guide nous-mêmes? Non. Guide, ici, c'est quoi la question? Je vois pas la personne. Oui. Parce que vous dites que ça peut être un parent. Non. Comment dire pas sur Terre, hein. Nos guides, c'est de l'autre côté. C'est-à-dire, c'est les gens qui, derrière le voile, nous aident tout le temps, qui transmettent les informations dans notre cœur. On sera de l'autre côté. Oui. On peut être aussi guide. Et en fait, souvent, les guides ne s'incarnent pas en même temps que nous et ne sont pas dans nos proches incarnés sur Terre, la plupart du temps. Ça peut arriver, rare exception, mais normalement, ce ne sont pas des gens qu'on connaît dans la vie terrestre et ils ne s'incarnent pas en même temps. De la même manière que c'est pas facile de guider quand on est ici alors que de l'autre côté on a accès aux infos. Quoi. Oui, vous avez dit que notre âme est partie ici, est partie ailleurs. Donc notre âme est divisée. Donc à ce moment-là, on peut être guide ailleurs. Notre moi supérieur, c'est notre guide, c'est-à-dire notre partie la plus évoluée de nous donne nos conseils déjà à nous-mêmes. Effectivement, on est une sorte de parent intérieur. C'est notre moi supérieur et il nous guide, on est notre guide à cet endroit-là. Maintenant, on est énormément pris en charge et influencé par les nôtres qui sont beaucoup plus évolués que nous. Quoi. Enfin, ça n'a rien à voir. En fait, il y a vraiment une puissance de compréhension que le guide apporte, que notre conscience supérieure nous transmet, mais pas de la même manière. Quand même. Oui. Vous dites qu'effectivement on a nos guides qui nous donnent un petit peu la carte, mais souvent on est complètement parasité par l'ego. Comment faire la différence? Parce qu'il est très malin pour blouser à ce niveau-là. En fait, c'est assez simple. Tout ce qui est de l'ordre de l'amour, bienveillance et paix, vous êtes sûr que vous êtes dans le cœur. Tout ce qui est de l'ordre de la peur, colère, frustration, inquiétude, vous êtes dans l'ego. Voilà, c'est pas compliqué. D'ailleurs, tout ce qui est de l'ordre de la puissance positive. Il touche sur nos émotions d'amour aussi, la façon de nous formuler et il nous blouse. Hein. C'est assez difficile à différencier. Dans le position à toutes nos expériences difficiles et il a l'impression de nous donner des solutions et nous on croit que c'est vraiment ça. C'est pour ça qu'il faut travailler sur soi. C'est pour ça qu'il faut travailler avec quelqu'un d'autre que soi-même. Ne pas avoir l'illusion que tout seul on puisse voir les choses. Il faut passer par un tiers. Le tiers. Il y a plein de gens bien. Sûrement. Il y a plein de gens bien partout. Et effectivement, en psychanalyse, c'est déjà, pour moi, vraiment, l'approche psychanalytique apporte déjà un bon moyen de déblayer l'ego. Hein. Déjà, on passe par quelqu'un d'autre. On se confronte au point de vue de l'autre. On voit des choses auxquelles on n'aurait pas accès tout seul. Maintenant, c'est vrai que la régression, on connecte directement au nôtre. Quoi. Donc, c'est un registre qui est encore plus puissant pour déconnecter. Le prisme de l'ego, il est vu du dessus, quoi. Dire là où on croyait que nous on savait tout, en fait on sait rien. C'est eux qui savent, quoi. Ça place, hein, ça place bien. Bonjour. Oui. À moins que j'ai mal compris tout à l'heure, juste pour résumer, vous avez dit, si j'ai bien compris, qu'effectivement tout ce qui se passait dans une vie, c'était écrit entre guillemets, c'était choisi, voulu,
On est d'accord ou pas? Les grandes lignes. Les grandes lignes. Oui, pas tout, hein, les grandes lignes. Parce que, en fait, moi, ce qui me pose un peu problème dans ce système, c'est de se dire que tout ce qui va être pulsion destructrice, violente, vis-à-vis des autres, par exemple, est-ce que si jamais on rentre dans cette logique, on va se dire, bon, c'est bien, c'est aligné, je l'ai choisi, donc je l'assume et je le fais. Vous voyez, c'est... Libre arbitre, là. Oui, vous voyez, c'est pas pareil. Bah justement, là, on voit bien le libre arbitre. Je décide, vous l'avez bien dit. Je fais ce que je veux, je décide, je vais le faire. Vous pouvez, c'est votre libre arbitre. Et après, il faudra le vivre de l'autre côté, quoi. C'est-à-dire, en fait, on passe notre temps à entendre, comprendre de l'autre côté. Tout ce qu'on peut passer d'un côté, il faut le vivre de l'autre. Tout est OK. Maintenant, il faut juste accepter que tôt ou tard, on passe de l'autre côté, quoi. C'est pas l'impunité, c'est la parfaite égalité. Oui, mais on peut faire beaucoup de mal dans cette vie-là. Si jamais on est dans cette logique de se dire, bon, tant pis, je l'assume, et puis j'irai voir ce qui se passe. Dans la vraie vie, il y a des gens qui font beaucoup de mal. Bien sûr, et c'est cette limite où il peut y avoir des personnes plus faibles qui peuvent après se laisser aussi tenter par rapport à ça en se disant, bon, ok. Je crois qu'ils n'ont pas besoin de ça pour le faire s'ils ont envie de le faire. Je suis d'accord, mais des fois, la ligne est... Non, vraiment, à partir, dans ce que j'expérimente, de ce que je connais, ce que je vois, c'est qu'une fois qu'on a connecté avec la force d'amour, c'est l'inverse que ça donne, en fait. Ça donne envie comment dire, ça donne envie d'aller au-delà de nos freins, de faire bien mieux et bien plus. C'est-à-dire, il faut comprendre que tout ce qu'on cultive ici nous revient au centuple. Vous pouvez cultiver la violence, ça vous reviendra au centuple. Vous pouvez cultiver l'amour et le don, ça vous reviendra au centuple. C'est-à-dire, il y a quelque chose de bon profondément en l'humain, profondément. Et il y a toutes les perturbations. Et après, on peut se dire, j'ai choisi dans cette vie de suivre les perturbations. Et c'est OK, mais il y en a plein qui n'ont pas besoin de croire dans les vies antérieures pour suivre leurs perturbations. Je suis totalement d'accord avec ce que vous dites, avec la force de l'amour, etc. Il n'y a aucun souci. C'était juste cette petite, vous voyez, ce petit facteur déclencheur qui peut aussi amener des personnes à se dire, OK. Mais bon, vous m'avez répondu. Donc, voilà. Dans mon ressenti, c'est l'inverse que ça amène, c'est-à-dire ça donne une envie d'hausser le niveau. Après, je sais pas, hein, peut-être il y en a, ça leur donne envie de faire n'importe quoi, mais moi, ce que j'ai vu, c'est que c'est l'inverse, c'est que ça donne envie de faire mieux et de se dépasser parce qu'on voit l'intérêt de l'évolution. Voilà. Ok, merci. Alors, je vais essayer de donner aussi la parole à... Mais volontiers après. Oui. Est-ce que c'est nous qui choisissons nos guides ou est-ce que c'est eux qui nous choisissent? Dans ce que j'ai perçu, il faudrait peut-être des précisions, mais dans ce que j'ai perçu, c'est vibratoire, c'est-à-dire il y a comme eux qui viennent nous accompagner, parce que vibratoirement ça colle avec leur capacité de nous accompagner dans la vibration particulière qu'est la nôtre. Chacun a des vibrations particulières, c'est comme des notes, quoi. On est comme une note, il n'y a pas de fausse note, il y a des notes qui s'accordent avec certaines et pas avec d'autres. Du coup, nos guides, ils correspondent à nos notes internes. La vibration de la formation, du soin, de l'aide à l'autre, c'est une vibration particulière, tout le monde l'a pas. La vibration de tout ce qui va être recherche, beaucoup dans l'intellectualisation, ça peut être aussi des sujets de vie en vie, et donc leurs guides vont être en lien avec cette vibration particulière. Quand nos guides nous ont accompagnés jusqu'à un certain endroit, parfois, si notre évolution demande à ce qu'on change de guide, on peut changer de guide. Mais bon, tout ça, c'est vraiment... j'aime bien le cas par cas et j'aime pas trop les généralisations. Donc, quand on a des questions un peu spécifiques, le mieux, c'est de leur demander. C'est-à-dire, on leur demande, est-ce que j'ai eu le même guide? Qu'est-ce qui fait que j'ai eu ce guide-là? Enfin, moi, j'adore entendre, ressentir, voir leurs réponses parce que au moins, c'est approprié. On sait qu'on n'est pas dans une supputation et on est dans quelque chose qui colle avec ce qui s'est passé pour nous, quoi. Il n'y a pas de généralisation là-dessus. Merci. Notre corps est l'incarnation d'un rayon de notre âme. Est-ce qu'il peut y avoir des incarnations simultanées? Oui. En fait, les rayons de notre âme s'incarnent dans différents moments et différents corps. Et Daniel Meroy, je crois, il disait 7 corps possibles, mais pas forcément sur des plans terrestres, dans d'autres plans. Voilà. Mais bon, là, je n'ai pas forcément plus d'infos, moi. Ouais. Juste là et après, oui. Oui, alors donc nous venons sur Terre parce que nous avons choisi cette vie, mais une fois que nous on a grandi, on ne sait pas pourquoi on est là. Alors comment être sûr de choisir le bon chemin? Le cœur.
Parce qu'il y a 2-3 ans, j'ai posé la question à mon guide, qui m'a répondu oui, elle est sur le bon chemin et elle le sait. Ça, je ne savais pas si j'étais sur le bon chemin ou pas. Alors c'est ça, on choisit une vie, mais une expérience, mais comment faire pour la réussir? Enfin, voilà. C'est là où je vois en fait que plus on expérimente l'écoute interne, au niveau de vraiment notre ressenti profond, pas de est-ce que c'est ci, est-ce que c'est ça, qui serait resté dans le mental, mais plus on descend en méditant, par exemple, tout simplement, à méditer chaque jour. Ah oui, c'est là que ça se passe. C'est-à-dire, si on fait en fait du bruit intérieurement, on ne peut pas entendre clairement ce qui nous est dit. Du coup, on peut douter si c'est à nous ou pas à nous. Plus on fait silence en nous, plus on apaise les choses en nous, plus on entend notre ressenti, plus c'est clair ce qui nous est dit. Mais quand vous dites que vous avez demandé à votre guide, c'est quelqu'un du dehors qui vous a dit que votre guide il disait, c'est ça? Non, c'était en séance, on avait le droit des messages. Donc c'est quelqu'un qui vous a donné un message. Mon guide, là, parce que j'ai carrément posé la question par écrit et c'est revenu en écriture automatique. Voilà. Ok. Donc ça m'a été traduit. D'où pour moi, le message est important et je vois que forcément, ça ne résonne pas forcément en vous. La différence quand on connecte nous-mêmes directement avec eux, c'est qu'on entend la réponse et qu'on voit où est-ce qu'ils parlent et qu'après on sait les entendre mieux à cet endroit-là. C'est-à-dire que c'est vraiment un travail, toute seule on ne le fait pas, c'est un travail qui est à effectuer. La régression c'est à deux, et effectivement le fait de travailler avec quelqu'un et de poser l'intention de connecter avec notre ressenti sincère, ça donne une écoute différente. Et ça s'apprend, hein. En vrai, on croit que ça va se passer là et qu'on va entendre et réfléchir et que s'il faut chercher dans la tête, ça n'a aucun rapport. En fait, il y a pratiquement... Si on pouvait vider la tête, on entendrait bien mieux. Comme un sablier, on vide la tête, on remplit le cœur et là vous entendrez. J'avais une question. Ah bon, allez. Ouais. Merci. J'ai eu l'occasion d'approcher des techniques, notamment de reprogrammation par l'ADN, avec une école qui a été construite par Kishorière à l'époque, qui a fait des travaux en kinésiologie et qui a mis au point toute une méthode très importante. Et en fait, quand il y a dans cette méthode des dizaines, je dirais, de possibilités d'approche pour reconnecter, mais se reconnecter soi. Donc, et en règle générale, tout ce qui arrive en premier lieu, c'est reconnexion avec l'âme centrale. C'est-à-dire que c'est l'âme centrale qu'on peut, profiler entre guillemets comme une multidimensionnalité d'incarnation. Et en fait, les guides, dans ce qu'elle avait abordé comme question, c'est que les différents guides sont des parties de nous qui sont, je dirais, en connexion de cette âme centrale et qui sont des branches de cette âme centrale qui sont des parties de nous-mêmes. Et en fait, nous sommes multidimensionnels et de fait, après on approche quelque chose de beaucoup plus riche. C'est juste dans le sens où vibratoirement on ne fait qu'un. Donc il n'y a pas de séparation, c'est très virtuel la séparation. Alors on essaie de personnifier tout ça pour que ça nous parle, mais évidemment que c'est comme un bain vibratoire où ils font partie du même bain que nous et ils ont juste plus de cheminement sur certains endroits pour nous permettre d'évoluer, mais c'est quand même nous. De toute façon, il n'y a qu'une intelligence d'amour, il n'y en a pas plein, il y en a une. On est tous une seule intelligence d'amour. Et c'est en fait, on retrouve toujours, et ce qui est très étonnant, c'est que dans une séance, il y a toujours le principe, il y a un protocole qu'on appelle l'amour de soi. C'est-à-dire qu'en règle générale, nous n'avons pas l'amour de soi naturellement. Et ce programme, lorsqu'on l'installe, nous reconnecte d'autant plus à l'âme centrale et aux parties de nous-mêmes qui ont besoin d'être accueillies et aimées. Et en fait, ça passe que par l'amour, et c'est l'amour de soi qui est très souvent, à chaque fois demandé. On a des millions de mémoires anciennes de perte de l'amour de soi. Tout à fait, à cause de croyances, de culpabilité, de ci, de ça. Et effectivement, c'est fondamental ça, parce que souvent, on a du mal à aimer notre humain et notre personnalité comme si elle n'était pas comme il fallait. Alors que si on reprend bien depuis le début, elle est parfaite, c'est celle qu'on a choisie pour vivre notre expérience, donc elle est parfaite. Mais on va avoir la croyance qu'elle n'est pas ci, qu'elle n'est pas ça, qu'elle devrait être ci, qu'elle devrait être ça, que celle du voisin c'est mieux. Et c'est tout ça qui va créer plein de failles avec toutes les culpabilités inconscientes qu'on peut porter d'autres vies, des croyances, des cloisonnements. Et c'est tout ça qu'il faut restaurer. Et effectivement, plus on nettoie, plus on libère, plus on se réapproprie qui on est sincèrement, plus la lumière passe.
Et c'est vrai que si c'est dissonant en nous, c'est-à-dire si on pense que notre corps n'a pas à être aimé pour qui il est, ou notre personnalité n'est pas comme elle devrait être, l'amour ne peut plus circuler correctement. C'est comme si c'était trop dense par rapport à la lumière. Et que pour être en accord avec la lumière, il faut vraiment accepter qu'elle passe en nous d'abord. Ça veut dire qui on est a vraiment son importance dans ce tout. Et c'est exactement qui on a à être. Et plus l'amour passe en nous, plus on peut le transmettre. Et oui, c'est fondamental. Et d'ailleurs, dans le programme en question, dans le protocole, il est toujours demandé, y a-t-il un principe qui fait un blocage ou qui empêche telle et telle chose? Et combien de mémoires y a-t-il, je dirais, qui empêche telle et telle chose de se passer ou de pouvoir se connecter? Et en fait, lorsque c'est ouvert, mais la personne, quelquefois, très souvent, le ressent physiquement. Je veux dire, au moment de la verbalisation, elle le ressent, ça passe, ça traverse. C'est assez extraordinaire d'ailleurs. Si vous connaissez Kishoria, et tout ça, ça se rejoint en fait, c'est-à-dire on travaille aux mêmes endroits, c'est la connexion, c'est exactement pareil, et c'est ça que j'aime dans ces cheminements-là, c'est qu'on voit bien qu'on parle de la même chose. C'est-à-dire il n'y a pas différents mondes, c'est le même. On parle du même endroit, du même lien à l'univers, la même connexion, c'est par l'amour, par le cœur. C'est exactement ça. Oui. Vous dites que les régressions, c'est par rapport avec un thérapeute ou... On peut en faire ça aussi. Merci. Oui, que pour faire des régressions, on a besoin de quelqu'un d'autre. Pourtant, il y a des régressions spontanées. On peut le faire tout seul, c'est juste moins fort. C'est-à-dire notre canal. En conscience, je voulais dire, c'est-à-dire sans passer par l'hypnose. Oui, je sais, j'en ai eu aussi, donc oui, je connais. C'est juste que on ne voyage pas du tout de la même manière. C'est-à-dire, dès qu'on utilise le canal de l'autre, il y a une force vibratoire liée le canal de l'autre qui se mélange au nôtre, et du coup il y a une sorte de puissance vibratoire qui se dégage, et là on régresse avec les ressentis, les émotions, les sentiments, et on voyage dedans, c'est-à-dire on peut aller partout, mais seul on peut aussi, mais c'est pas aussi fort. Enfin, en toute conscience, moi ça m'est arrivé, par exemple, je suis tombée face à quelqu'un qui m'a tué dans une autre vie. Je supportais pas les couteaux pointus. Oui. Voilà. Et quand je me suis retrouvée qu'il avait un couteau à pain, d'un seul coup, j'ai eu la vision de la vie. Et depuis ce temps-là, ça m'a passé le problème des couteaux. Voilà, tout à fait. Donc là, mais vous voyez, c'est une image, une sensation, une certitude, une perception, mais on n'est pas parti pendant des minutes et des heures. J'ai vu toute la vie d'avant, tout le contexte dans lequel ça s'est passé. Voilà. C'est-à-dire c'est très accessible. En fait, c'est ça qui m'a vraiment étonnée, c'est que je pensais que c'était techniquement un peu difficile d'y avoir accès, mais pas du tout en fait. C'est très simple. J'ai eu l'impression, la première fois que j'ai connecté avec une vue intérieure, d'être passé pendant des années devant un rideau que j'avais jamais pensé à tirer, quoi. En fait on fait ça et on voit, quoi. Et effectivement, quand ça arrive spontanément, c'est quand même qu'il y a déjà un éveil. Et aussi une nécessité, c'est-à-dire là, au niveau vibratoire, il y avait un besoin de la libérer, comme si elle était remontée à la surface et qu'il fallait s'en débarrasser, quoi. Voilà, que ça n'arrive pas à n'importe quel moment aussi, hein, c'est pas pour rien que ça arrive à ce moment-là. Ouais. Mais oui, on peut en avoir spontanément. Moi, je voulais revenir sur le libre arbitre. Oui. Je pense que c'est pas sûr qu'on ait un libre arbitre. Ça vous va pas? Dites-moi pourquoi ça vous va pas. Ça vous va pas, le libre arbitre, dites-moi. Non, mais je pense que tout ce qu'on vit est... Vous le vivez comme ça. En fait, c'est comme si par exemple on s'était promis avant de s'incarner de partir par exemple de Paris et d'arriver à La Rochelle. Et on s'était dit, je serais obligée de passer par la gare de Poitiers. Ça, on se l'est prévu. Maintenant, comment j'y vais? Combien de temps je mets? Est-ce que je vais y aller avec du monde ou seul? À pied? À vélo? En stop? En train? Je fais ce que je veux. C'est-à-dire, chacun y va à sa façon. Mon libre arbitre, il est sur ma décision de comment je réagis à la situation maintenant. Par contre, j'ai des villes prévues, des gares prévues, des endroits prévus, que je le veuille ou non, j'irai. Après, que je sois contente d'y être ou pas, c'est mon corps, mon libre arbitre. Mais on rencontrera les gens dont on a besoin pour évoluer, on ira dans les lieux dans lesquels on a besoin pour avoir tel ou tel apprentissage. On s'est prévu des choses. De la même manière, d'ailleurs, pour ceux qui connaissent Babette, quand elle fait les thèmes numérologiques, moi, c'est ce qui m'avait aussi beaucoup étonnée au tout début quand j'avais commencé à m'intéresser sur qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté, est-ce qu'on peut le savoir. C'est que dans le thème numérologique, elle a quoi? Elle a le prénom, les deuxième, troisième prénoms, nom de famille et date de naissance, et avec ça, elle nous fait le plan de vie. Justement, le plan de vie dont on parle, qui est les grands moments, les âges, les situations. Donc,
il est accessible. Après, comment on y réagit, c'est nous. Mais j'entends que ce soit pas confortable et qu'on a envie de dire qu'on n'a pas le choix. Hein. Ah si, on a les infos là. Pour moi, il faut vérifier. Il faut demander, vérifier. Et vraiment, c'est pas qu'on sait rien, on sait énormément de choses et puis on se leurre aussi beaucoup. Oh, et on se leurre beaucoup.